Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la Kairos Touch. Kairos Touch, l'émission qui décrypte les métiers de l'IT d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, on va vous parler d'architecture d'entreprise. Bonjour Bonjour Yacine, Yacine. Bonjour Richard, bonjour Adrien. comment vas-tu? Franchement, très bien, très très bien et ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Super, nous aussi Nous on est aussi, honorés de t'avoir parmi nous. Alors pourquoi on a décidé de t'inviter aujourd'hui Yacine? Parce qu'on te considère comme une des références hein, dans le domaine de l'architecture d'entreprise, ce qui s'est manifesté dans le cadre de la collaboration qu'on a actuellement. Est-ce que tu te rappelles Yacine qu'en fait on n'a jamais failli travailler ensemble? Ouais, ouais, franchement, tu sais, tout à l'heure, je me suis rappelé ça, je me suis Mm, dit, mais en fait, on a failli pas bosser ensemble. J'avais deux missions, mm. deux propositions à l'époque et j'étais à deux doigts d'accepter l'autre mission, mais finalement, on bosse ensemble, on a bossé ensemble, on bosse C'est ça. ensemble et ça, c'est agréable. C'est ça, exactement. On en reparlé aussi avec Richard et je lui disais que sur le moment, quand tu avais décliné l'offre au départ, voilà, j'étais déçu, mais qu'au moment où tu m'as rappelé et qu'on a pu avancer ensemble, c'était super gratifiant. Donc, merci d'être là. Merci. On aimerait parler tout d'abord un petit peu de toi, que tu nous présentes qui tu es, ton parcours, comment tu as évolué dans l'IT. Donc, je te laisse nous parler un petit peu de toi, Yacine. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Exercice pas facile parce que j'ai maintenant 17 ans de carrière. Tu les Euh, fais pas, hein. c'est vrai? Non, Merci. pas du tout. Merci. Et franchement, c'est vrai que c'est assez dense, mais je vais essayer de faire ressortir un peu mon parcours. Moi, alors moi, déjà, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Euh, Contexte pas évident parce qu'effectivement, on connaît, hein, je pense, la grande majorité connaissent les difficultés Hmm. qu'a traversé la Seine-Saint-Denis, que traverse la Seine-Saint-Denis. Donc, pas évident j'allais dire, de se démarquer dans ce terreau, mais très, très fertile. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et j'ai très rapidement été attiré par le côté scientifique. Donc, j'ai eu un parcours classique, entre guillemets, au lycée, en ayant fait j'allais dire mes classes au niveau scientifique. Et puis après, très rapidement, moi j'étais prédestiné soit à l'électronique, soit à l'IT. On va y venir juste après. Hmm. J'étais vraiment passionné par l'électronique et l'informatique, et c'est Mm. l'informatique qui a pris le dessus. Donc moi, Pourquoi? ouais, tu sais, franchement, des fois, je me dis, en gros, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'IT? J'ai pas trop de réponses, hein. Sincèrement, j'ai pas trop. C'est fou, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai basculé vers l'IT. J'étais passionné par les deux. Mais je pense que c'est le côté un peu ça va trop vite. Le Ouais. côté ça va un peu trop vite. Il y a beaucoup de perspectives d'évolution. J'étais peut-être attiré par Mm. ça en réalité. Mm. Et ton premier ordinateur, tu l'as eu quand? Franchement, je l'ai eu pas si tôt que ça, hein. Je l'ai eu à 15-16 ans. Ok. Donc, tu vois, Ouais. et c'était pas donné à l'époque pour mes Ouais, parents. ouais. Donc, franchement, j'étais très content quand j'ai eu quand j'ai Ouais. eu mon ordi. J'avais pas le même côté matériel au niveau électronique, mais je m'amusais bien à l'école. Ouais. Ok. Et ça a Les joué, je cours, pense aussi. Ça a joué les aussi, cours de t'as raison. technologie. Ouais. Ouais, c'est ça. Et au lycée, moi, j'avais un cursus qui s'appelait SI scientifique. Ouais. Donc, on était poussé sur l'électronique, l'électrotechnique Hmm, aussi un hmm, peu. hmm. Bien Donc, sûr. ça m'avait passionné vraiment à l'époque. Même aujourd'hui, mais beaucoup moins. Et tout ça pour dire, donc moi, j'ai eu un cursus assez particulier parce que j'ai pas fait d'école privée. Hmm. Donc, j'ai pas financé mes études. En réalité, j'ai fait un DUT informatique. Hmm. euh, avec lequel, franchement, bagage très, très technique. Donc, j'ai fait pas mal, on aura l'occasion de revenir, pas mal de développement, de programmation durant ce cursus-là. C'est pas fait que pour ça, mais on essaie de former les jeunes essentiellement à ce qu'ils aient ce bagage technique. Et puis après, j'ai intégré une licence et puis master. J'ai fait un double diplôme, MIAGE et SIC. Donc D'accord. ça, c'est pour le côté un peu académique. Mm. Et très rapidement, on a eu un module en fin d'année qui s'appelait urbanisation des systèmes d'information. D'accord. On verra, ça c'est l'objet de Ouais. notre échange. Aujourd'hui, on l'assimile aussi à l'architecture entreprise. D'ailleurs, on verra la différence entre l'urbanisation des systèmes d'information et l'architecture entreprise. Il y a une petite subtilité. Mm. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mm. Ouais. En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse parce qu'à l'époque, j'étais en alternance Ouais. dans le secteur des télécoms. Et ce que j'avais vraiment, je peux le dire comme ça, kiffé, c'est le fait d'échanger Ouais. avec plein de corps de métiers différents. Mm. Oui. J'ai échangé avec, à l'époque, c'était pas le DSI, mais c'était son adjoint, avec Mm. mon responsable, avec les métiers, avec, pas les gens de la sécurité à l'époque, mais il y avait quelqu'un qui faisait un peu ce rôle-là. Mm. Et je me dis, en fait, c'est trop génial. Tu peux discuter avec tout le monde Mm. en entreprise, Ouais. tout en gardant cette casquette un petit peu Mm. IT, mais on verra par la suite Mm. que c'est pas forcément Ouais. le cas. C'est cet Et- aspect transverse d'être au cœur des différents sujets. C'est exactement ça. Et un peu pour donner le côté
un petit peu la qualité que j'avais pas quand j'étais jeune, mais que j'ai développée. Moi, j'étais quelqu'un de très timide. J'avais du mal à parler. Ce que je disais, c'est un peu lié aussi avec la Seine-Saint-Denis, où voilà, le contexte est très... on connaît les difficultés que traverse la Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, elle s'est vachement développée. On a un terreau très fertile. On a des jeunes. On a même des pôles d'emploi qui sont très diversifiés. Mais en tout cas, l'éducation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très... on n'a pas un chemin à prendre et puis on le prend et on arrive au bout et c'est nickel. C'est pas linéaire. Semé d'embûches. Exactement, merci. Semé d'embûches. Et du coup, j'étais très timide. Et c'était toujours un de mes axes de progression, c'était de casser cette timidité-là, discuter avec les gens, dialoguer, s'ouvrir aux autres. Et c'est ce qui me nourrit en réalité. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça dans l'urbanisation des systèmes d'information à l'époque et l'architecture d'entreprise aujourd'hui. D'accord. Et après ton alternance, c'est ça, tu me disais, tu as évolué vers quel type d'entreprise? Tu me disais que tu étais passé par des grands noms du conseil. Ouais. Qu'est-ce que cette expérience justement conseil t'a apporté en termes de compétences et de savoir-être et de savoir-faire? Franchement, très formateur. Très formateur. Aujourd'hui, je ne peux même pas conseiller, dire qu'il faut mieux faire ça ou faire autre chose. Parce qu'en fait, chacun, ce qu'il souhaite apporter, moi, ça m'a extrêmement formé. Pourquoi? Parce que déjà d'emblée, je suis dans le bain avec une clientèle. Qui dit clientèle dit des enjeux forts. Donc, cabinet de conseil, rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le principe, donc c'est une entreprise qui recrute un certain nombre de profils à faire intervenir directement en entreprise. Donc, on a notre cabinet de conseil. Donc, c'est la personne qui nous recrute, qui nous emploie pour faire un job. Et on a le client qui a des enjeux, une mission bien donnée. Et d'emblée, le fait, je sors d'école, j'ai une double, entre guillemets, pression, double challenge, c'est d'être intégré au sein de mon cabinet de conseil et aussi de satisfaire le client. Bien sûr. Donc c'est très formateur parce que en fait, le client nous donne toutes les clés opérationnelles de l'entreprise et le cabinet un peu les outils techniques pour être bien avec le client. Bien sûr. Donc ça, c'était génial. Et très clairement, j'ai appris énormément de choses. La chance que j'ai eue quand j'ai démarré juste après mon alternance, j'ai eu une mission dans le secteur de la régulation financière, je vais le dire comme ça, avec mon profil. Je pense que j'avais été positionné à l'époque pour deux choses. Côté un peu soft skill, où j'avais vraiment cette aisance relationnelle. Et j'avais aussi ce module, mine de rien, ça m'a vachement aidé, ce module de 6 mois, je crois un peu plus de 6 mois, d'urbanisation de systèmes d'information qui n'était pas courant à l'époque. Et du coup, ça m'a mis directement dans le bain et j'étais positionné comme urbaniste junior, urbaniste des systèmes d'information juste après mon alternance pendant un an. C'est incroyable parce que je pense, Richard, tu pourras compléter ce que je dis, mais l'urbanisation, c'est généralement quelque chose qu'on voit beaucoup plus tard. C'est un métier vers lequel on évolue une fois qu'on a déjà de la bouteille, quelques cheveux blancs. Et toi, tu as pu, dès le départ, enfin un petit peu après, avoir cette compétence. Ce qui est fou, on va y venir peut-être après en essayant d'expliquer qu'est-ce que l'urbanisation des systèmes d'information et l'architecture d'entreprise. Mais tu as complètement raison, Adrien. En fait, ce qui est fou, c'est que souvent, en entreprise, on démarre par quelque chose de périmétré, je ne vais pas dire petit, mais de bien dimensionné, et après, on prend la hauteur. C'est souvent comme ça qu'on le fait. Là, l'avantage que moi, j'ai eu, après, je dis l'avantage, mais franchement, je ne saurais pas l'expliquer réellement parce que j'ai continué. Pour donner quelques grandes lignes là, de mes 16-17 années d'expérience, j'ai quasiment fait que de l'urbanisation, que de l'architecture d'entreprise sur toute ma carrière. Ça, c'est une chance qui est incroyable. J'ai une toute petite période, on va dire, un peu de pilotage de programmes, de projets, mais qui était quand même toujours aussi lié à l'architecture globale. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance, on va y venir après, les disciplines, les exigences, qu'est-ce qu'on me demande de faire au quotidien dans le cadre de mon travail. Mais ouais, tu as raison, hein. C'est rare d'avoir cette opportunité d'emblée. Tu as été jeté dans le bain mais très rapidement, avec un socle théorique à l'école qui était quand même assez structurant du coup, et tout de suite après, une expérience pratique à travers ton alternance et à travers ce que tu as pu avoir après derrière. Absolument. Donc, et ça, c'est un message que j'aimerais faire passer. On aura l'occasion d'en parler aussi. Moi, je suis aussi un peu dans le milieu associatif et avec une association de jeunes. Et c'est un peu le message aussi que j'essaie de faire passer, c'est qu'il n'y a pas de règles en réalité. C'est très rare d'avoir, c'est vrai, ces opportunités-là, mais en réalité, il n'y a pas de règles. Quand on a la chance d'avoir, on tente. Si ça ne marche pas, on réessaye autrement. Mais c'est vrai que ce n'est pas la règle. Moi, je sais que la grande majorité de mes collègues, mes amis,
souvent, ils ont des profils très ciblés, très expertise. Ouais. Et après, ils essaient de voir un peu plus high level, prendre des postes un petit peu à direction où on prend plus d'envergure. Mm. Mais là, Mm. j'ai eu la chance de faire ça d'emblée. Pas pour les postes de direction, mais pour cette vue, cette hauteur de vue qu'on aura l'occasion dont on aura l'occasion de parler juste après. Ouais. Cool. On met les pieds dans le plat, En égo, Yacine. Avec Qu'est-ce que plaisir. c'est l'architecture d'entreprise du coup? c'est une très bonne question. Tu sais que des fois, moi, j'ai 2 gamins. Et des fois, comme ils disent, oh, qu'est-ce que tu fais, papa? Des fois, j'ai un peu de mal à leur expliquer. Nous aussi, hein, je vais l'expliquer. Je vais essayer Et de. encore, nous, c'est plus simple. Je vais donner ma définition. Il y a des définitions officielles. Hein. Tiens, peut-être même avant de donner ma définition, dire un petit peu l'historique, vraiment, très rapidement, un peu Ouais, l'historique, très bien. d'où vient l'architecture d'entreprise. Bien sûr. Ça vient, alors en tout cas, moi, de ce que j'en ai lu, après, on trouvera toujours, il y a un gars ou une personne qui a démarré, lancé le truc bien avant, mais qui s'est revendiqué. Mais officiellement, en tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'est que ça vient des États-Unis, l'architecture d'entreprise telle qu'elle a été émergée dans les années à peu près 80, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est d'ailleurs, je me rappelle parce que ça m'avait passionné à l'époque à l'école, c'est John Zachman, donc qui est consultant à l'époque, je crois, chez IBM, qui se pose des questions et se dit tiens, on a de l'informatique, ça commence à bien se développer, on a des serveurs, on a des ordis, on a du réseau, on a plein de trucs, et on a des entreprises qui veulent vendre des produits. Et on a l'impression que c'est 2 mondes complètement différents. Et on n'arrive pas forcément... Tu as le mec du métier qui dit « Ouais, mais moi, c'est quoi vos ordis, là, je ne comprends pas trop ce que c'est. Moi, je veux vendre un truc. Ou à la limite, on prend un autre exemple concret. Moi, il faut que mon produit sorte dans 2 mois en boutique. À l'époque, c'était en boutique. Plus tard, côté digital, mais en boutique. Comment vous pouvez m'aider à faire ça ?» Et Zachman, il a eu l'excellente idée, et ça m'avait passionné à l'époque, de classifier des points de vue d'entreprise en se disant, OK, une entreprise, c'est quoi? Et il a positionné de mémoire, je crois, rapidement en colonne les différents concepts, qui, quoi, pourquoi, comment, où. Donc, c'est les questions un peu fondamentales. En français, à l'époque, on appelait ça le QQ au QCP. Je ne sais pas si ça existe encore. Et en ligne horizontale, tu avais les différentes couches que lui avait définies l'entreprise, qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. La couche stratégie, métier, la couche technique, plutôt IT au sens système d'information, on en parlera peut-être après IT, et puis après la couche un peu plus technique, il appelait ça, je crois, technical, je me souviens plus, layer, je crois, mais quelque chose le concret. D'accord. Et c'est né de là, l'architecture d'entreprise, en réalité, elle est née de là, et il y a eu après plein d'initiatives, et une autre initiative dont on parlera peut-être juste après, que j'apprécie particulièrement, c'est l'urbanisation des systèmes d'information, qui est pour le coup vraiment typiquement français. C'est un truc de dingue. Hein. Souvent, on parle d'urbanisation, on a l'impression que c'est mondial, mais non, la notion d'urbanisation des systèmes d'information est née à peu près dans les années 90. Je ne saurais plus dire qui se revendique, en tout cas créateur, mais à l'époque, c'était Christophe Langépé qui avait écrit pas mal de bouquins que j'avais lus, que j'avais appréciés. Et il a pris la métaphore de la ville et il l'a appliquée au système d'information. Bien sûr, ouais. Et on en reparlera, mais c'est né de là, l'architecture d'entreprise. D'accord. La définition, du coup, pour répondre à la question, l'architecture d'entreprise, moi, comment je la définis, c'est une manière, il en existe plusieurs, mais c'est une manière de représenter, je vais le dire comme ça, de représenter une organisation, parce que ça peut être une entreprise, ça peut être une association, ça peut être une ONG, c'est une manière de représenter une organisation dans l'optique d'atteindre un certain nombre d'enjeux stratégiques métiers. Donc, en gros, on a une entreprise ou une organisation qui, elle, a des objectifs à atteindre, et elle se dit « Oh mince, il y a plein de trucs dans mon organisation, il y a des ressources métiers, il y a des ressources techniques, il y a des ressources financières, il y a plein de choses qu'on gère. En anglais, on appelle ça des assets. Et le truc, c'est que moi, je ne peux pas tout gérer. Je ne peux pas faire le lien entre cette ressource-là, asset financière, et puis concrètement, d'un point de vue technologique, comment la technologie va m'aider à développer cette compétence-là. Et l'architecture d'entreprise, c'est une manière de représenter tout ça, mais au profit justement de l'entreprise. Et on va le voir, c'est pas que de la représentation. Souvent, des fois, on me l'a dit plein de fois au taf. Au boulot, on me dit « Ouais, toi, tu fais plein de dessins, tu fais plein de cartos, mais l'architecte, en fait, pour le coup. C'est ça. C'est en gros, mais tu nous fais plein de cartos, mais en gros, on voit pas l'utilité derrière. Et l'architecture d'entreprise, vraiment, ça peut paraître très
très high level, très conceptuel, mais en réalité, on est très, très, très opérationnel, très terrain, on le parlera juste après. Mais- Une des compétences clés, Mm. c'est vraiment cette compétence à fédérer un certain nombre d'acteurs de profils différents. Mm. Mais je pense que tu soulèves un point qui est intéressant sur justement le degré de maturité que peuvent avoir certaines organisations, où c'est vrai qu'il y a des moments où l'architecture d'entreprise telle qu'elle est conçue, tu disais, bah voilà, c'est de la cartographie, du référentiel, il y a des difficultés dans la déclinaison opérationnelle et dans la redescente de la stratégie d'architecture d'entreprise. Comment tu l'expliques ça aujourd'hui et qu'on a du mal à vraiment savoir dans l'entreprise concrètement ce que fait un architecte d'entreprise? Oui, alors je pense que ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Ça va dépendre aussi de la structure de l'entreprise. Plus l'entreprise est grande, plus on va avoir besoin d'un pool d'architectes d'entreprise qui est assez colossal, parce que souvent, on affecte un architecte d'entreprise plutôt par domaine, métier, je vais le dire comme ça, domaine fonctionnel. Il y a d'autres manières de faire. Et souvent, en fait, c'est un peu aussi, je vais le dire comme ça, c'est un peu des fois notre faute, parce qu'on ne montre pas la visibilité des travaux qu'on engage. Souvent, nos sponsors, ça peut être des DSI, ça peut être des directeurs métiers. C'est souvent des managers, je veux le dire comme ça, en première ligne. Et puis après, de manière un peu plus opérationnelle, on a des clients qui sont directement concernés. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Si on a un projet, par exemple, de refonte ou de transformation, je vais dire concret, par exemple, d'un ERP. Un ERP, pour ceux qui ne savent pas, ça va être un gros système, des grosses briques informatiques qu'on assemble dans l'optique de répondre à des usages. Je le dis très simplement pour ne pas complexifier. Imaginons qu'on veuille refondre ça. Il y aura forcément un profil normalement d'architecte d'entreprise qui est sollicité pour essayer déjà de comprendre quels sont les process, les enjeux métiers, c'est quoi les irritants, ça on en reparlera aussi. On ne peut pas continuer à faire des choses sans améliorer à minima les choses qui nous dérangent le plus. Et je pense que c'est un manque et de visibilité, pour répondre à ta question, Adrien, sur le fait que l'architecte d'entreprise, des fois, est un peu mal perçu, et aussi des étiquettes. Souvent, on aime bien les étiquettes en entreprise. Quand on nous dit « mais tu fais quoi, Yacine? Tiens, tu fais quoi, toi, tu fais quoi, en fait? C'est quoi ton rôle ?» Souvent, on a des mots-clés, et les gens aiment bien garder les mots-clés, même si c'est... les mots-clés, c'est quoi? C'est cartographie, c'est étude d'impact, c'est analyse, c'est alignement IT, entre l'IT et le métier. Ça va être accostage. En plus, des fois, ça peut être des mots un peu trop techniques. Et du coup, à expliquer, les gens ne sont pas forcément... Et du coup, c'est pour ça, merci, ça me fait plaisir d'être là, parce que ça me permet d'essayer de poser des mots peut-être un peu plus simples, moi-même de me poser les bonnes questions. Mais je pense que c'est très variable, la perception d'architecture d'entreprise. Et juste pour finir là-dessus, j'ai eu la chance de réaliser une mission où c'était complètement l'inverse. L'architecture d'entreprise a été vachement bien promue au sein de cette entreprise-là. C'était une entreprise, je pense, aujourd'hui peut-être de 5000 collaborateurs. Et du coup, il n'y avait plus besoin d'expliquer à quoi sert l'architecture. C'était la base, pour le faire très simple. Et ça, c'est vachement... C'est déjà mature, C'était déjà mature dans la conception, dans la conscientisation, en tout cas, des salariés et de toutes les équipes. Absolument. Je reviens à ce que c'est fondamentalement. Comment tu structures ça, en fait? Ça part d'où? Tu parlais tout à l'heure des besoins métiers, mais souvent dans des structures où le legacy il est fort, où l'infra elle est quand même assez solide, comment on fait, en fait, pour que ça redescende et pour que ça soit impacté partout? En fait, il y a plusieurs approches. Je vais dire, dans les approches classiques ou dans les ouvrages, on parle souvent d'approche top-down ou d'approche bottom-up. D'accord. Donc, top-down, du haut vers le bas. On va expliquer ce qui est en haut et ce qui est en bas. D'ailleurs, ça peut être pas péjoratif, je le dis tout de suite, en bas, c'est souvent la technique et en haut, c'est souvent la stratégie. D'ailleurs, ça a été mis dans ce sens-là plus historiquement par rapport au fait qu'on a commencé par l'IT. Donc, soit on a une approche où on part des processus, et je vais plutôt me mettre comme ça, on a une approche où on part des processus de la stratégie d'entreprise, savoir c'est quoi notre identité. Une entreprise se dit, tiens, voilà, moi, mon identité, je dis n'importe quoi, ça va être de vendre des t-shirts. Si c'est ça son identité, c'est son identité principale, il va falloir tenir compte de cette stratégie-là qui évolue. Elle a un certain nombre de process, elle a un certain nombre aussi de KPI, d'enjeux à atteindre, je veux dire comme ça, de KPI à atteindre. Et donc, du coup, là, on commence par la stratégie, le métier, on descend progressivement sur et comment l'IT va pouvoir Si on a un legacy fort, le legacy fort, souvent, c'est dans des grosses structures, pas forcément, mais ça peut être le cas. Surtout les startups, aujourd'hui, on peut avoir un IT extrêmement conséquent sans être très nombreux. Là, on va faire une approche qui se dit
bottom-up. Et souvent, ce qu'on fait, c'est une approche hybride. On commence par le bas, on rationalise, on s'arrête souvent au niveau soit de ce qu'on appelle la couche fonctionnelle ou la couche métier. D'accord. Et puis, on fait pareil et on regarde quels sont les points de croisement. D'accord. Et du coup, j'aurai peut-être l'occasion d'approfondir ça tout à l'heure. Les couches qu'on a l'habitude de représenter quand on parle d'architecture d'entreprise, c'est pas une révolution. Ça a souvent été, depuis les années 80, peut-être un peu avant, ce qu'on voit le plus, moi ce que j'ai vu le plus, c'est ces couches-là. C'est la couche stratégie, la couche métier, la couche applicative et la couche technique. Couche stratégie, c'est ce que je disais, c'est les enjeux que l'entreprise se fixe. Plus on est gros, plus les enjeux vont être grands. Si on prend une entreprise du secteur de l'énergie, ça va être de réduire l'empreinte carbone, ça va être très probablement avec un enjeu peut-être de produire de l'énergie décarbonisée. Voilà, ça va être des enjeux très haut niveau. Après, il y a des enjeux à très court terme qui peuvent être aussi être définis. Et puis après, on a les process. Et les process, ça, c'est, je vais le dire pour l'architecte d'entreprise, c'est ce qui fait un peu mal au crâne, c'est même pas l'IT. Parce que les process, c'est là où on crée de la valeur. C'est les gens, c'est l'humain, et c'est notre manière de produire les choses. C'est vraiment la manière de produire notre valeur. Si c'est une entreprise qui vend des t-shirts, ça va être la chaîne de production des t-shirts, d'approvisionnement de chaîne de production des t-shirts. Si c'est une entreprise secteur de l'énergie, la chaîne qui permet justement de produire l'énergie. Et ainsi de suite. Et les process, il y en a qui peuvent être très compliqués, d'autres très simplifiés. Je reviens sur quelque chose sur les process parce que je pense que c'est une des clés de voûte du métier d'architecte d'entreprise. C'est quelle méthode vous utilisez pour les visualiser, les processus d'entreprise? Parce que je pense que c'est important pour vous d'arriver à avoir un panorama des process assez exhaustif. Oui, absolument. Je te remercie, Adrien. Ça me fait dire que j'ai, dans ma manière aussi de présenter l'architecture d'entreprise, en fait, il y a tellement de cadres, il y a tellement de boîtes à outils que j'oublie un peu. Il y aura des trous un peu dans la raquette dans ce que je dis, mais progressivement, je vais essayer de les combler. On a pas mal déjà de frameworks d'architecture d'entreprise. Donc, c'est des personnes, c'est des consortiums qui se sont posés, ils se sont dit, OK, on a les mêmes enjeux. On veut créer du lien, parce que c'est ça en réalité l'enjeu principal de l'architecture d'entreprise, c'est on a un fossé entre, je vais le dire avec mes mots, entre les métiers et l'IT, même si c'est pas que ça, parce qu'on a d'autres acteurs, on a les acteurs de la sécurité, on a plein d'acteurs, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais c'est de resserrer un peu ce lien-là pour que les technos d'aujourd'hui, l'IT, le système d'information, ils répondent vraiment à nos enjeux métiers. Qu'on n'ait pas, je vais le dire comme ça, une application qui tourne, qu'on n'utilise pas, où on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on l'a acheté, ou qu'on ait, je vais dire pire, je ne sais pas si c'est pire, une application qu'on a achetée, mais qu'au final, elle ne fait même pas le job. On l'a achetée, peut-être 2, 3, 5, 10 millions. Elle ne répond pas vraiment à ce qu'on s'était, à la promesse qu'on s'était fixée à nos process métiers. Et du coup, il y a plusieurs cadres d'architecture entreprise qui ont été conçus. Donc, il y a TOGAF. Je pense que j'en reparlerai peut-être après, mais c'est juste pour les citer. Et on a TOGAF, on a le cadre de Zachman, on a DODAF aussi, qui est aussi du ministère de la Défense américaine. On a le FEAF de mémoire. Celui-là, je le connais beaucoup moins, mais c'est ici du ministère, tout ce qui est fédéral. Alors, je ne connais pas comment c'est segmenté aux États-Unis, mais voilà, c'est tout ce qui est lié au ministère côté US. Donc, c'est un framework dédié. Après, on a des méthodologies un peu plus francophones. On a Praxem. Donc, tout ça pour dire qu'on a vraiment des gens. Ça, c'est incroyable qu'on ait eu cette chance-là. Des gens qui se sont posés. Quand je dis des gens, ça peut être des individus, mais aussi des entreprises qui ont financé ça, qui se sont dit comment on peut aller dans le bon sens en mettant à profit nos compétences, toute notre expertise, nos expériences pour essayer de professionnaliser, j'aime pas ce terme-là, mais rendre un peu plus concret l'architecture d'entreprise. Et c'est là où sont nés les cadres d'architecture d'entreprise. Pour répondre à ta question du Adrien sur les process métiers, et je rebondis là-dessus, en fait, il y a eu aussi, dans ce même contexte, des gens qui se sont posés, qui ont standardisé des formats pour essayer d'avoir quelque chose le plus uniforme possible. Process métier, moi, personnellement, à l'école et même un peu plus tard, je les faisais un petit peu à ma sauce, un peu à l'arrache, pour le dire très clairement. Je prenais... avec des flèches partout. Des flèches partout, vous avez peut-être fait pareil. Des flèches un peu partout, des carrés, on prend le carré, on prend le rond, le losange, le truc, on pose ça. Tant que c'est compréhensible et l'esprit est très bien fait, on arrive bien à se faire comprendre. Mais ça ne pouvait plus durer. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé, dans un monde où on a extrêmement... comment dire ?
on a une volatilité qui est quasiment omniprésente. On est mondialisé aujourd'hui. On travaille avec l'Inde, avec les US, l'Australie, ce qui n'était pas le cas il y a une trentaine d'années. Il faut qu'on ait des formats d'échange standardisés. Ouais. Ne serait-ce que pour ça, franchement, je salue toutes les initiatives qui ont été faites. Les process, on a la notation BPMN qui est très connue. Business Processus Modeling Notation, je crois. Modeling Notation. Vous m'excuserez, hein, mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est autoportant. C'est la norme qui permet de modéliser les processus métiers. D'accord. Et donc, très largement répandu. Franchement, maintenant, on ne réinvente plus la roue. Je fais toujours des flèches, des carrés, des fois, mais la plupart du temps, j'essaie de m'appuyer sur cette notation-là pour les représenter. Et dans la grande majorité des cas, on en reparlera peut-être tout à l'heure, sur est-ce qu'il existe des outils qui permettent de supporter l'architecture d'entreprise? Oui, il en existe plein. Il en existe pas mal. On aura l'occasion d'en parler. Et ces outils-là, maintenant, se basent sur des notations de ce type-là, BPMN. Je cite juste une autre notation aussi pour montrer que ça s'est vraiment développé. Il y a Archimate, qui est une notation très connue, issue de l'Open Group, qui est le consortium qui a créé TOGAF. Je pourrais détailler un petit peu. Moi, je suis vraiment passionné. C'est pour ça que je lâche des mots-clés comme ça, mais ça vous permet aussi de rebondir si on a besoin par la suite. Mais voilà, en tout cas, on est dans un monde aujourd'hui. On a la chance d'avoir pas mal de choses qui sont standardisées. Je t'ai un petit peu interrompu parce que ça m'intéressait d'avoir ton avis sur les process, mais tu étais en train de dérouler les différentes couches qu'on retrouvait. Est-ce que tu peux poursuivre et nous expliquer un peu aussi, après, peut-être avoir la manière dont on les interagisse? Parce que je pense que dans l'optique d'urbanisation, tu parlais tout à l'heure de la différence entre l'architecture d'entreprise et l'urbanisation. Je pense que c'est intéressant de savoir comment ces couches peuvent être en interaction. Ouais, avec grand, grand plaisir. Si tu veux, si vous le voulez bien, moi, je poursuis sur les couches. Et puis, juste après, je ferai un focus sur l'urbanisation des systèmes d'information. C'est, je pense, très intéressant de voir comment elles se positionnent par rapport à l'architecture d'entreprise. Les couches très classiques, on les retrouve quasiment dans toute structure, qu'elle soit petite ou grande, parce que ça parle à tout le monde. J'avais commencé du coup par la stratégie. Celle-ci, elle est optionnelle, mais souvent on la met. La couche stratégique, où là on définit les enjeux. La couche métier avec les processus de l'entreprise. Juste après, on a une couche qui est intermédiaire, qui est optionnelle. Cette couche-là, moi, je l'utilise de moins en moins. Ils appellent ça l'architecture fonctionnelle. Donc, c'est la couche fonctionnelle où on définit les fonctions. Pourquoi tu l'utilises moins? J'utilise beaucoup moins parce que pour moi, elle est redondante avec la couche métier sur certains cas d'usage. D'accord. Cette couche-là, elle a vachement d'utilité lorsque tu souhaites lorsque tu as un SI extrêmement compliqué et que tu souhaites faire un découpage, on le dit par fonction. On a l'approche à l'époque maintenant qui existe toujours, mais on a l'approche SOA, qui est un paradigme à l'époque pour créer du découplage entre les systèmes d'information. J'avais d'ailleurs pas mal travaillé à l'époque sur ce sujet, même à l'école. Et si tu veux, cette couche-là permettait facilement d'identifier les fonctions d'une entreprise. Je vais vous donner des exemples concrets. Si on prend une entreprise dans le secteur de la finance, par exemple, de la banque, si on prend une banque, par exemple, on va avoir des fonctions souscription, faire une ouverture de compte, souscrire à un prêt, résilier mon contrat. Donc ça, ce que je dis, résilier mon contrat, souscrire, ouvrir un compte courant, ces expressions-là se traduisent par des fonctions au niveau de la couche. Donc c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui souhaite reconstituer, retravailler d'un point de vue métier ces éléments-là, d'avoir ces fonctions qui sont faites. Mais ce que je viens de vous dire se retrouve aussi dans les process. Le processus de souscription de compte, on va avoir des activités qui se succèdent les unes à côté des autres. Et là, ça peut aussi être des fonctions, mais on parle souvent d'activité métier. Et du coup, juste après la couche fonctionnelle qui est optionnelle, en réalité métier, on a tout de suite la couche applicative. Et c'est souvent celle qui est la plus connue. Pourquoi? Parce qu'on parle d'IT. L'architecture d'entreprise aussi naît un peu avec l'IT. Et c'est celle où on a toutes nos applications. Donc, on va avoir nos logiciels, on va avoir nos briques applicatives, on va avoir nos softs, on va avoir nos connecteurs, on va avoir nos flux, on va avoir plein de concepts que les gens de l'IT connaissent. Et c'est concrètement ce qui arrive, nous, en tant qu'utilisateurs, directement sur nos téléphones ou sur nos ordis, très concrètement. Et puis après, on a une couche qui est pour moi celle que je connais le moins, très clairement, parce que je ne suis pas technicien jusqu'à ce niveau-là. On va voir, et je salue tous mes collègues et toutes les personnes qui travaillent avec ce profil-là. C'est les architectes réseau, les architectes infra, les architectes techniques. Moi, je les appelle les hommes de l'ombre, mais ils font un sacré boulot parce que là, on va avoir vraiment
le nerf de la guerre, parce Ah que oui. si ça tombe, si cette couche-là tombe, Rien ne on n'a marche. plus rien. Bah oui. On n'a plus rien. Si en data center, j'aurai l'occasion de définir data center, je vais même très simple, c'est un endroit où on a tous nos serveurs, toutes nos machines qui sont entreposées. Si on a des machines qui sont en panne dedans, ben, ça va être très compliqué de pouvoir. Aujourd'hui, on a des mécanismes de relance et autres. Mais voilà, si on n'a pas ces profils-là, c'est très Les compliqué. PCA, PA. Absolument. Ouais, exactement. Mm. Et effectivement, tu avais posé. Sur l'urbanisation, justement, le lien qu'on pouvait faire entre les différentes couches d'un système d'information et... Ouais, je te remercie. Mm. Je te remercie. Ça, c'est aussi le nerf de la guerre. Et tiens, je fais le lien avec ce que vous me demandiez tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était toi, Richard, ou Adrien, mais le rôle, je crois que c'était toi, Adrien, quand tu disais, mais comment t'expliques que les architectes d'entreprise, ils ont, allez, des fois, on n'a pas trop la cote en entreprise. Et c'est vrai, c'est parce qu'en réalité, ça aussi, c'est peut-être, ça l'explique, c'est que les liens entre chacune des couches, les gens n'arrivent pas à le concevoir. Et franchement, je le dis avec simplicité, pour moi, c'est pas complexe de lier chacune des couches. Ce qui est complexe, ça va être au quotidien de dire, on va faire l'exercice ensemble très simplement, on va avoir un enjeu métier, on va avoir un objectif à atteindre. Cet objectif-là, il va falloir le lier à un moment donné à la couche d'en dessous qui est les process. Ok, on a un objectif qu'on souhaite atteindre. Quels sont les process qu'on doit réaliser en entreprise pour réaliser cet objectif-là ? Là, on vient de tirer un lien. Un objectif est lié à un ou plusieurs process. Maintenant, ok, on a un process métier. Sur quelle application, sur quelle brique applicative repose le process métier ? Soit on le met à la maille process, soit on la met à la maille activité. Donc ça peut être, si on souhaite découper, on a une activité métier. On va prendre un exemple. Je prends mon truc des t-shirts parce que c'est assez simple. À un moment donné, on doit soit on approvisionne son produit t-shirt. Si on prend le cas où on doit produire des t-shirts, et ben cette production de t-shirts-là, est-ce qu'il y a une application qui me permet justement de gérer la production de mes t-shirts ? Donc on a une activité métier liée à une ou plusieurs applications. Et ensuite, cette application-là... Qui est hébergée sur... Sur une infra, Voilà, c'est relativement simple, mais en entreprise, on a une difficulté monstre à ce que ces liens-là, ils soient perçus. Et c'est là où l'architecture d'entreprise et le rôle d'architecte d'entreprise prend tout son sens, parce que j'ai oublié une couche en plus, mais je t'en prie, Richard. Justement, quand tu dis les difficultés, est-ce que c'est des difficultés, dans ce que j'entends de ta part, c'est pas des difficultés techniques, c'est pas des difficultés processuelles, c'est plus des difficultés humaines, non ? De faire dialoguer les gens, non ? Alors, ça, tu mets un point sur quelque chose d'extrêmement fort. Et ouais, je te remercie. Et juste, j'en profite, j'ai oublié une couche qui s'ajoute aujourd'hui et qu'on ajoute et que moi, j'ajoute systématiquement, c'est la couche sécurité, qui est transverse à toutes les couches. À tout ça. Ouais, on ne peut pas faire... Dès le début, C'est le sécurité by design. Je te remercie, Adrien. Voilà, t'es bien au fait. C'est dès le début, on ne peut plus faire, faire sans. Au début, on faisait sans. On se dit, ouais, c'est pas grave, la sécurité, on voit ça quand on va parler d'infra. On ne peut plus faire sans. C'est dès le début, parce qu'au niveau réglementaire, on va en exposer à les cyberattaques. Si on ne prend pas cet enjeu-là dès le début, c'est pas du politiquement correct ou quoi que ce soit, c'est vraiment important de le prendre en compte dès le début, c'est-à-dire quel principe on applique. Et ça, du coup, c'est la couche transverse que j'ai oublié, du coup, Richard, que je voulais absolument positionner. Et effectivement, pour répondre à ta question, en fait, en même temps, c'est le truc qui est compliqué, difficile, et c'est le truc que moi, j'aime trop, mais vraiment, j'aime trop ça, c'est qu'on a des profils, déjà métiers différents. Tu as... pas pour rester que dans l'architecture, parce que j'allais dire, tu as l'architecte logiciel ou applicatif, tu as l'architecte infra, tu as l'architecte cloud, tu as l'architecte sécurité. Mais en réalité, si tu ne restes pas dans l'IT, tu as aussi les directions métiers, que ce soit des gens qui bossent sur de la data. On n'a pas parlé de data, j'en parlerai juste après. D'ailleurs, des fois, ça peut être une couche qu'on ajoute aussi en transverse à côté de la sécurité. Moi, je ne la mets pas, je vous expliquerai pourquoi après. Et du coup, tu as des directeurs. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des DSI, avec des directeurs de la transformation. Donc, juste pour vous dire, les profils sont différents, les manières de faire sont différentes. Et tu as raison. Et le facteur humain, c'est un truc de dingue, parce que tu arrives le matin, tu dois faire dialoguer des gens, mais peut-être le gars, il a mal dormi la nuit. Peut-être il a des gamins, il est fatigué, peut-être. Et toi, ton job, c'est de faire discuter les gens pour faire avancer les choses. C'est vraiment, je caricature, mais l'architecte d'entreprise, d'un point de vue technique ou d'un point de vue technicité, on n'est pas plus performant, plus sachant, plus connaissant que qui que ce soit. C'est juste qu'on a peut-être la petite différence, la petite nuance, c'est peut-être là aussi notre critère un peu différenciant,
c'est qu'on est obligé de fédérer les gens, de créer du consensus, même s'il y a des conflits, mais essayer de trouver un terrain d'entente. Parce que si tu as le métier, il te dit « Mais moi, il me faut mon produit, là, dans 3 mois, je fais comment ?» Ouais, mais attends, on a une appli, là, qui tourne pas très bien. On est en train d'étudier pourquoi est-ce qu'elle tourne pas très bien. Est-ce qu'on peut faire autrement ? Et ça, c'est compliqué parce que tu as le gars qui est tout en haut, qui veut son produit dans 2-3 mois. Tu as le gars tout en bas, il lui explique que je dis n'importe quoi, il y a une machine qui vient de tomber, ils sont en train d'en racheter une, ils n'arrivent même pas à comprendre pourquoi. Ouais. Toi, tu es là au milieu, tu dis, mais attends, on va trouver quelque chose de palliatif. Et c'est là où l'architecte d'entreprise, il est obligé d'intervenir parce que le gars d'en haut, il ne peut pas aller contacter directement le gars d'en bas. Ouais. Il est obligé de passer par des profils un peu intermédiaires comme l'architecte d'entreprise qui dit, non, mais attends, c'est quoi ton besoin là ? Ah ouais, mais attends, cette appli-là, ok, pas de souci, ou je pars l'appli pour aller directement dans l'IT. Mais on a une autre appli là qui fait presque la même chose. Ouais. Lui, il ne peut pas le savoir. Ouais. L'architecte d'entreprise, souvent, il le sait, ça. Et ouais, le facteur humain, moi, j'aime trop ça, mais c'est challengeant en même temps, parce que moi, j'aime vraiment beaucoup essayer de comprendre l'humain, essayer de voir c'est quoi sa difficulté, c'est quoi même des fois ses perspectives d'évolution, essayer un petit peu de trouver les solutions. Mais je ne te cache pas que des fois, c'est usant. Compliqué, usant, mais... ça fait partie du parce qu'il y a une notion de comprendre déjà l'ensemble des réalités, ce que chacun ne fait pas par rapport aux couches que tu citais tout à l'heure. Celui qui est tout en haut, sa réalité n'est pas la même que celle de celui qui est en bas, mais toi, tu dois vraiment fédérer, comprendre la totalité, comprendre le global pour pouvoir t'adresser un peu à tout le monde. Est-ce que ça, justement, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu étais dans une entreprise de 5000 personnes où ça se passait super bien, où c'était mature, mais tu as des cas dans des environnements où tu étais où ça, c'était vraiment difficile pour le coup? Ouais, j'ai eu plein de cas, en fait, où ça s'était... je vais pas dire ça s'était mal passé, parce qu'en réalité, pour moi, rien ne se passe mal. C'est juste que ça se passe différemment, je veux dire comme ça. Mais il y a des facteurs, il y a des critères qui permettent un petit peu de dire « Ah, ça peut être un facteur de succès. Okay. » Typiquement, je sais pas si c'est ta question, Richard, mais il y a des terreaux où l'architecture d'entreprise, c'est fertile. Tu dis, ah ouais, là, je pense que ça va bien marcher. Ouais. Et il y a des contextes, des terreaux où tu dis, ah... Un peu aride. Ouais, un peu aride, merci, c'est ça. Un peu aride, tu dis, ah, je sais pas si ça va bien prendre. Et moi, je milite parce que, après, passionné, c'est peut-être un grand mot, mais moi, franchement, j'y crois. Ouais, franchement, quand tu nous en parles, on sent que tu es passionné. Je sais pas, peut-être. Et on espère que vous aussi, vous êtes passionné, d'ailleurs. Franchement, c'est aussi pour ça que ça me fait plaisir qu'on ait cet échange-là, parce que j'ai jamais eu réellement l'occasion, en tout cas, voilà, avec ce format-là, d'en parler. Et franchement, tu as des contextes, tu as des entreprises, je veux le dire comme ça, parce qu'au final, on arrive toujours au bout du bout à l'organisation, à l'entreprise, à un collectif, où c'est plus simple. Souvent, quand c'est plus simple, c'est quand c'est pas la grande entreprise à 10 000, 15 000, 20 000 qui a déjà essuyé des plâtres avec plein de frameworks, plein de méthodologies, plein de choses. Et qui s'empilent. Et toi, tu arrives, quand je dis toi, l'individu, architecte d'entreprise, tu arrives en disant non, mais moi, je pense que là, vous ne l'aviez pas bien fait comme ça. Ou je pense qu'on peut essayer autrement. Ou peut-être que c'est ça, peut-être pour ça que c'est... Non, mais qu'est-ce que tu nous racontes ? On a déjà, ça, ce que tu nous dis, on l'a déjà essayé. Et c'est pour ça que l'architecture d'entreprise, ce qu'elle pose comme cadre, on en parlera peut-être après. Avant de faire tout ça, les gars, ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite résoudre ? C'est quoi vos irritants ? C'est quoi les problèmes ? Parce qu'on ne fait pas les choses gratuitement, on ne fait pas les choses comme ça pour se faire plaisir. Forcément, on améliore l'entreprise, on améliore une organisation. L'architecture d'entreprise, si on a peut-être un truc à retenir, c'est que c'est un levier pour ça. Ouais. C'est un levier d'amélioration parmi plein d'autres. Et moi, j'y crois vraiment à ça. Et tu vois, pour te donner quelques éléments, après, il n'y a pas de vérité générale, mais les grandes entreprises qui ont déjà appliqué plein de fois l'architecture d'entreprise, ils savent ce que c'est. Des fois, arriver dans ce contexte-là, on se fond dans la masse. Et ils se fondent dans la masse si on te positionne dans une des couches que je vous ai positionnées avant, ou non, tiens, si moi j'arrive, tiens Yacine, nous on en est là, tu vas nous aider à faire ça, mais ça ne sert à rien d'être high level, stratégie et tout ça, nous non, on a... Et ça, c'est compliqué parce que l'architecte d'entreprise, lui, il est frustré. Ça veut dire qu'on le cantonne à un truc où avant, il avait l'habitude de comprendre c'était quoi les enjeux, les process métiers. Moi, c'est ce que je fais, on en reparlera peut-être après. Quand j'arrive dans le sein d'une mission, même si ce n'est pas ce qu'on me demande, quels sont les process métiers ? Diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi l'enjeu ? Ok,
c'est quoi votre job? C'est quoi le matin, vous vous levez, c'est quoi votre job? Ouais. Et ça, c'est important de comprendre. Ah tiens, je viens de faire le rapprochement, mais je vais pas dire qu'on est le patron de notre propre boîte, mais on se met un peu dans la place du patron de la boîte. On dit, lui, c'est quoi son enjeu? C'est quoi? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Et OK, à la fin, l'IT, comment? Ça va Mais nous aider, quoi. dans tout ce que tu viens de dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui en ressort, c'est la quête de sens. C'est-à-dire, est-ce que dans l'organisation dans laquelle je vais intervenir, c'est pourquoi elle travaille et c'est comment elle veut travailler. Et justement, l'architecte d'entreprise, je pense, à son niveau, comme tu dis, c'est un des leviers, mais il facilite justement de rappeler le sens, la direction dans laquelle on doit aller et comment on y va. Absolument. Et ouais, je te remercie. D'ailleurs, je peux même peut-être en parler maintenant, si ça vous va, Adrien Richard. C'est concrètement au quotidien, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est vrai que tu disais quête de sens, et tu as complètement raison, mais concrètement, dans ma production, dans mon accompagnement, dans mes interventions en clientèle, qu'est-ce que tu apportes au concret? C'est quoi que tu nous apportes? Et c'est vrai, mine de rien, j'avais donné tout à l'heure une définition, représentation d'une entreprise, d'une organisation. Donc il y a beaucoup de cartographie, il y a beaucoup, c'est dingue, hein, mais l'esprit, l'humain, on a quand même une faculté, l'image, ça fait partie de notre identité. Quand moi je sais que mes gamins, des fois quand ils font un dessin, ou quand j'essaie de leur expliquer quelque chose, après c'est mon réflexe, je préfère leur faire des fois un dessin, ça parle plus que les mots. Et en plus, des fois, je suis fatigué, ou on ne trouve pas les mots, et je dis non, mais je suis désolé, c'était pas ce que je voulais dire, ou je trouve pas le bon mot. Quand tu fais un dessin, ça parle direct. Tu leur fais des flèches, des triangles. Ouais, presque ça. Des fois, ils me disent, mais on comprend rien. Bon, ça va, tes enfants, ils savent déjà lire un système d'information maintenant. Déjà. Ils savent ce que c'est TOGAF, hein. Ils savent ce que c'est TOGAF, hein. Ouais, et tu sais que je leur dis, vaut mieux que vous ne compreniez pas que ce soit au boulot. Et franchement, le fait de faciliter la représentation aux collègues, tu vois, les collègues, moi j'ai eu plein de fois, même j'ai aussi les collègues où ils disent non, mais là ça nous est pas utile, mais c'est super gratifiant quand tu as ton collègue qui dit mais j'avais jamais vu ça comme ça. Un exemple concret, j'avais fait à l'époque un accostage métier applicatif. Donc, on avait peut-être de mémoire, peut-être 50 process, et je devais faire l'accostage entre les process métiers et les applications. C'est fatigant. Faut, pour chacun des process métiers, aller dire cette activité métier-là, elle utilise 2-3 applis. Attention, en plus, ça, c'est pas une appli, ils font de l'Excel à un moment donné, où ils font ça sur papier. Papier, c'était, je me souviens plus, je le dis comme ça pour l'exemple, mais voilà, il faut le faire. Et je me souviens que le directeur à l'époque, il m'a dit, mais c'est incroyable ça. Là, j'ai mes process, et je sais, sur la base de mes process, quelles sont les applications qui tournent. On parlera d'ailleurs de l'outillage après. Et ça, c'est génial parce qu'il n'avait jamais eu ça visuellement. Juste, il entendait ouais, ce process-là utilise telle appli. Et cette représentation-là, elle est juste, pour moi, indispensable. Et c'était pour répondre à ta question. Ça donne aussi du sens à certains de nos collaborateurs. Et on sait que les entreprises aujourd'hui ont besoin de transformer, de faire évoluer leur système d'information. Justement, dans ces cas-là, la représentation des process, de l'accostage des applications avec les process métiers, comment on peut s'en servir derrière comme d'un levier aussi de transformation pour faire évoluer le système d'information conformément à la stratégie, à l'évolution de la stratégie d'entreprise? Parce que c'est toujours cet alignement qui est complexe à faire. Complètement. Tiens, je vais faire même d'une pierre deux coups. Je vais essayer de répondre à ta question en faisant d'une pierre deux coups. Je vais vous donner des exemples concrets de ce que je peux être amené à faire au quotidien, et ça va être un exemple de comment est-ce ça peut être un levier de transformation. Concrètement, moi, ce que j'aime faire, c'est des ateliers d'échange, de brainstorm, on les appelle comme on veut, idéation, où on se met autour de la table et on a plein de profils différents. Et ces ateliers-là, ils sont incroyables parce que chacun porte sa pierre à l'édifice. Donc, on est très concrètement un peu comme ici, en mode un peu détente. Il faut être détendu pour essayer de ne pas rigidifier le truc. Donc, le format que j'aime beaucoup, moi, c'est format brainstorm, atelier d'idéation, 1h30, 2h. Tu mets nos collègues métiers, donc ceux qui expriment le besoin. Je ne parle pas des concepts agiles, on en parlerait peut-être après. Ceux qui expriment le besoin. On peut avoir des directeurs, c'est peut-être pas forcément les bons profils à avoir dans ce type d'atelier. Ça, c'est pour faire émerger justement les idées, l'innovation, les idées phares, et comment est-ce qu'on peut très rapidement les mettre en œuvre. Tu vas voir les gars de l'IT. Donc, quand je dis les gars de l'IT,
volontairement, et excusez-moi du terme, je dis souvent gars, hein, mais il y a beaucoup, et ça je tiens à le saluer, il y a beaucoup de femmes Ouais. dans l'IT, et ça c'est vraiment De plus en génial. plus, ouais. De Il faut, plus ouais. en plus. Mm. Ça, je tiens à le préciser. Et même en architecture d'entreprise, ça me fait plaisir C'est bien, de ouais. voir, C'est bien. d'avoir de plus en plus. Parce qu'on était un peu, je l'avoue, un peu dans le domaine de l'IT, c'était un monde au départ un peu Masculin, ouais. masculin. Mm. Et aujourd'hui, donc c'est pour ça que quand je dis les gars, c'est juste par abus de langage. Mais je vais continuer à utiliser cette expression-là. Et du coup, on est en atelier de brainstorm et tu as les gars de la sécurité, les gars, les gens du métier, tu as les gars de l'infra, la prod. La prod qu'on dit production, c'est les gars, les gens qui gèrent la partie technique. Et puis après, tu as peut-être un ou deux, mais c'est à voir. Une personne souvent peut taguer data. D'accord. Tu as tout ce beau monde. Et là, concrètement, comment on transforme? Là, ils nous disent, on vous réunit, c'est souvent l'architecte d'entreprise ou un petit peu le lead, le chef project lead. Voilà, exactement. Tu as deux profils. Tu as le lead project, donc celui qui chapeaute un peu le projet, qui gère ça, mais le profil souvent qui est un peu chef d'orchestre, c'est l'architecte d'entreprise qui pose un peu le cadre. Il dit, voilà, aujourd'hui, on a des enjeux de transformation. On prend un exemple concret, on doit transformer toute notre pratique sur la manière de gérer nos ressources humaines, par exemple, au sein d'une entreprise. On met les bons profils autour de la table, et là, on sort les fameuses cartos ou les fameux schémas s'ils existent. Donc là, tu vas avoir les process. Donc, on va avoir nos process avec nos activités métiers. Voilà, on fait comme ça aujourd'hui. OK, mais pourquoi on fait cette activité métier là déjà? Ouais, ça nous permet, je prends le cas RH, ça nous permet de recueillir un petit peu par sondage. OK, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? On pourrait le faire autrement. Ah ouais, c'est vrai, on n'avait pas pensé. On note. Et du coup, on note les idées au fur et à mesure. Et au second atelier, on commence à descendre et à décliner. Là, premier atelier, peut-être métier. Deuxième atelier, OK, là, on va parler que appli aujourd'hui, les gars. Donc, on avait identifié les process. C'est quoi les applis qu'on utilise? Ah ouais, pour faire ça, là, le sondage, on le fait sur papier. Mais on a dit que ça serait bien de le faire, mais avec cet irritant-là en moins. L'architecte d'entreprise, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, mais moi, sur le marché, je connais des super bons outils. Ça vient, mais c'est très simple. Je connais des super bons outils qui le font. Ou non, vous savez quoi? Au prochain atelier, je vous dis, je fais un petit benchmark des 10 outils les plus tendances. Soit les plus tendances, soit bien sûr un peu plus poussés que ça, où on se fait appuyer d'ailleurs, aussi par des experts. Et c'est comme ça qu'on se transforme du coup. On part ça c'est une approche plutôt bottom-up, et pardon, top-down. Mais effectivement, tu vois, c'est comme ça qu'on se transforme. Si on se pose en atelier et on fait cet exercice d'accostage au fur et à mesure. Et pour le coup, il y a un exercice qui est un peu, je vais dire, des cas d'école en entreprise, c'est le fameux schéma directeur. Ah oui. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle. Oui, On peut pas parler Tu d'architecture sais, d'entreprise. t'as deviné ma question. Sans parler de ça. Ouais, schéma directeur. En fait, moi, je suis un peu mitigé. Je ne vais pas vous mentir, je suis un peu mitigé sur l'utilité d'un schéma directeur. Je vais vous dire, je vais d'abord donner la définition pour poser le cadre, et puis après, je vais vous donner un petit peu mon expérience et mon ressenti. Déjà, un schéma directeur, il faut voir ça comme, je l'ai dit avec mes mots, mais c'est vraiment pour simplifier. C'est un exercice, souvent, qu'on fait tous les 3, 4, 5 ans, ça dépend de l'échelle de temps qu'on se fixe. Au final, on va aboutir à un dossier, je le dis comme ça, un dossier, un PowerPoint d'une centaine de slides. Le format, il peut être très différent. Concrètement, c'est quoi un schéma directeur? C'est la vision de l'entreprise écrite, formalisée. Donc c'est là où l'architecte joue tout son rôle, parce qu'il va falloir collecter, consolider, solliciter. Juste une petite parenthèse. Quand on dit architecte d'entreprise, je le dis comme ça, l'architecte d'entreprise, il ne fait pas tout. Il coordonne, il pilote. Moi, par exemple, quand j'ai eu la chance de travailler sur des schémas directeurs, je dis chance parce que je vais expliquer pourquoi après. J'ai coordonné la collecte, notamment, on appelle ça la phase d'assessment ou d'audit, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le définir, définition de l'existant, diagnostic de l'existant. J'ai coordonné ces activités-là, mais ce n'est pas moi qui allais récupérer les infos ou même les formaliser. Ça va être les architectes applicatifs ou les développeurs pour la partie IT. Ça va être nos collègues métiers pour tous les process et leurs irritants. Ça va être, si on a une stratégie d'entreprise, ça va être les directeurs qui vont nous la filer, nous l'expliquer, nous la synthétiser. Donc moi, c'est un travail d'équipe. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça, je referme la parenthèse, c'est important de le dire. Et pour revenir au schéma directeur, concrètement, ce que c'est on a la vision de l'entreprise
écrite, formalisée. Ils disent, voilà, un exemple, on est en 2025, en 2030, il faut qu'on arrive là. Les gars, je dis n'importe quoi, j'essaie de trouver... je suis un constructeur d'avions. En 2025, je dis vraiment n'importe quoi. Hein. C'est juste pour toucher le truc. En 2025, on a des avions à kérosène. 2030, avions électriques. Ouais. Je connais rien sur les avions. C'est juste pour vous donner l'exemple. 2030, avions électriques. OK, avions électriques 2030, c'est l'ambition de l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Mais le qu'est-ce qu'on fait pour y arriver, c'est sur toutes les couches de l'entreprise. Bien sûr. De la stratégie jusqu'à l'IT. Et c'est là où le schéma directeur, il écrit, formalise tout ça. Pas dans le détail, hein. Pas on va prendre telle application, mais dans les grandes lignes. Si on prend le cas des avions électriques, eh ben, qui dit avion électrique dit d'abord qu'est-ce qu'on fait de tout notre processus actuel d'approvisionnement en kérosène. Ça va falloir s'en séparer. Je dis n'importe quoi. Qui dit avion électrique dit batterie électrique. Enfin, dit batterie. Il va falloir, à un moment donné, s'approvisionner. Voilà. Dit ingénierie. Donc, il y a plein de questions qu'on se pose. Et l'architecte d'entreprise, je dis, ah oui, j'ouvre aussi une parenthèse, quand je dis l'architecte, c'est l'individu. Mais moi, j'ai très rarement travaillé seul. J'ai rarement été seul en tant qu'architecte d'entreprise ou urbaniste assis. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait le focus sur l'urbanisation des systèmes d'information. Je le fais juste après. J'ai très rarement été seul. Donc, on est plusieurs à le faire. C'est une question que je voulais te poser, ça justement, quand tu parlais de structure qui était très, très importante, tu parlais 5 000, 10 000. Souvent, c'est pas juste un seul architecte, du coup. Vous êtes des équipes de quoi, 10, 15 Moi, typiquement, alors sur les 10 000, 15 000 collaborateurs, si tu prends cet ordre de grandeur-là, parce que j'ai travaillé dans une entreprise où on était 15 000, même plus de 15 000, je ne saurais même pas te donner le nombre exact d'architectes d'entreprise dans cette structure-là. Moi, j'étais dans une équipe, dans une direction où on était... on a oscillé entre 10 et 15 architectes d'entreprise pour une direction qui faisait peut-être 800, quelque chose comme ça, collaborateurs. C'est pour donner un ordre de grandeur. Et en gros, l'architecte d'entreprise, et je terminerai là-dessus, il a plusieurs manières d'être positionné. Souvent, il est positionné sur un périmètre ou un scope métier parce que c'est là où on a le plus... Par domaine. Par domaine métier. Yacine, c'est passé très vite. On approche bientôt de la fin. Mais pour entamer la dernière, on va dire, partie de notre podcast, c'était surtout voir un peu, on a parlé technique, etc. On a parlé surtout du présent, enfin passé, à travers ton parcours, etc., du présent, ce que tu fais aujourd'hui. Comment toi, tu vois le métier d'architecte d'entreprise dans les prochaines années? Tu sais, avec toutes les technologies disruptives qui arrivent, intelligence artificielle, big data, etc. Comment toi, tu vois en fait, ce métier-là évoluer à l'avenir? C'est une très bonne question. Franchement, c'est une très bonne question. Et en fait, je peux l'imaginer de plein de manières différentes. Et tu vois, si je me fais ma rétrospective, me dire, est-ce que j'aurais imaginé avoir, on va dire, toutes les activités que je mène au quotidien en tant qu'architecte d'entreprise aujourd'hui et 16-17 ans en arrière, je t'aurais dit, franchement, j'aurais pas cru que j'aurais eu la chance de faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu vois, c'est compliqué de se projeter. Et d'ailleurs, j'ouvre une toute petite parenthèse, l'urbanisation des systèmes d'information, c'est aussi un peu différent parce que j'ai commencé par ça, l'urbanisation des systèmes d'information, avec la métaphore de la ville. J'en parle en 30 secondes juste pour poser aussi un peu le cadre. C'est important, vas-y. L'urbanisation des systèmes d'information, c'est quelque chose qui est vraiment typiquement français et moi, j'aime beaucoup ce concept-là, même si on l'utilise de moins en moins. On a pris la métaphore de la ville et on l'a appliquée au système d'information. Et c'est génial parce qu'en fait... Avec les POS... Et merci, le plan d'occupation des sols. Du coup, je te la fais très simple. Imagine, tu as un urbaniste génie civil, je vais le dire comme ça. On lui demande de créer un nouveau quartier dans une ville. Il va être vigilant à ce qu'il y ait une école, une boulangerie, voilà, je ne connais pas tout, mais pharmacie, des médecins, etc. Voilà, Et ben nous, l'architecte d'entreprise, il a aussi, ou l'urbaniste des systèmes d'information, parce que je ne vais pas dire que c'est plus ou moins la même chose, mais ça peut être... on aura l'occasion peut-être une prochaine fois de donner dans le détail la différence. C'est ce qui nous est demandé en réalité. C'est de s'assurer que dans notre système d'information, dans l'entreprise, il n'y a pas un trou dans la raquette. C'est la cohésion. C'est la cohésion du SI. Être garant de la cohésion. Et j'en ai pas parlé en plus. Merci Adrien de la cohésion. Et c'est ça, d'être garant de la cohésion. Tu peux en parler de la différence la différence entre urbanistes, on a un peu de temps. C'est juste que c'est vrai qu'on approche la fin du podcast, mais je pense que c'est important que tu fasses la différence entre urbaniste SI et architecte d'entreprise, parce que souvent, nous on le voit au quotidien avec Adrien,
les RH ou même souvent même les métiers en fait n'arrivent pas à faire la distinction, même en tant que recruteur hein, pour le coup. Je me souviens au tout début, c'était compliqué à Ouais. comprendre. On ces confond, différences. on confond souvent un aspect du métier avec la catégorie, enfin les Ouais. catégories avec l'ensemble. Ouais. Je pense que ouais, c'est important de faire la distinction. Mais je veux bien, merci beaucoup. Je sais qu'on approche de la fin du podcast, mais je vais être très court. Ouais. Et je répondrai à ta question, j'espère, juste après, sur Ouais. comment, avec les technos disruptives et autres, comment est-ce qu'on peut éventuellement se projeter, comment je me projette. En fait, c'est vrai que c'est important. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que souvent, l'urbanisation des systèmes d'information, c'est ce que j'ai appris à l'école. Parce que voilà, on est en France, ça a été créé en France. Et du coup, c'est vraiment typiquement français ce que je disais. Je ne sais plus si je le disais tout à l'heure, mais c'est issu... c'est Christophe Longépé à l'époque, qui travaille, je le cite parce qu'il a un certain nombre d'ouvrages, qui s'est dit, lui ou un certain nombre d'acteurs, qui se sont dit pourquoi est-ce qu'on va réinventer quelque chose qui est très bien formalisé, qui marche bien dans le génie civil? Pourquoi est-ce qu'on va réinventer des frameworks, des concepts ou des méthodologies? Je le dis avec mes mots, c'est peut-être pas ce qu'il s'est dit, mais réutilisons ce qu'on a. Donc il a pris la métaphore de la ville et il l'a appliquée au système d'information. Et c'est génial parce que on connaît tous ce que c'est qu'une ville. On vit dans des villes souvent, sauf ceux qui sont vraiment, qui vivent à l'écart. Mais on sait ce que c'est qu'une ville. On sait que c'est un mouvement. On sait qu'il y a des routes. On sait qu'il y a des immeubles, des écoles, des pharmacies. Ça parle à tous. Et l'urbanisation système d'information, c'est quoi son enjeu? C'est de continuer à transformer l'entreprise tout en justement, tout en gardant la vie dans le quartier. Nous, on a tous vécu dans des villes. On voit bien que c'est chiant. Il y a des travaux, mais ça ne nous empêche pas de vivre. On est en voiture. La route est coupée, soit ils nous préviennent à l'avance, soit on a des déviations. L'urbanisation du système d'information, c'est la même chose. Ouais. On a des utilisateurs qui utilisent des applications ou qui achètent des choses, des produits. On ne peut pas leur dire stop, allez dormir, c'est fini, terminus, tout le monde descend. Non, on peut continuer à vivre, mais avec des principes, des règles. Ouais. Mais vu que c'est ce qui est fait dans le génie civil, on a pris ces principes-là. Donc tu disais le POS, le plan d'occupation des sols, qui est à la base issu de l'urbanisme des villes, il a été appliqué au système d'information. Donc la vraie différence, et je terminerai là-dessus, c'est que l'urbanisation du système d'information, c'est typiquement franco-français, avec des concepts qui sont issus de la métaphore de la ville. Et on peut retrouver l'ensemble des couches. Donc les couches que je disais tout à l'heure, elles sont assez justes, mais la vraie particularité, c'est sur cette couche fonctionnelle. Voilà, couche fonctionnelle, elle est omniprésente dans l'urbanisation du système d'information et elle n'est pas présente dans l'architecture d'entreprise. Alors que l'architecture d'entreprise, elle est plutôt anglo-saxonne. Elle est, voilà, ce que je disais tout à l'heure, émergence aux US, et avec une dimension qui est plus pragmatique, plus méthodologique sur certains frameworks. Donc TOGAF, c'est vrai que j'en ai pas parlé, avec son cœur qui est l'ADM, qui est du coup une méthodologie qui permet de produire des assets d'architecture. Ça, en fait, il y a tellement de choses à dire. Des fois, moi-même, je me... Est-ce que sur TOGAF, pour rapidement donner un aperçu de ce que c'est, est-ce que tu as quelques bonnes pratiques à communiquer globalement issues de TOGAF? Et ça me fait rappeler, tu vois, excuse-moi, ça me fait rappeler que je n'ai pas donné mon recul sur le schéma directeur. Mais tu vois, il y a des choses à... On voit, il y a beaucoup de choses à gérer en tant qu'architecte d'entreprise. Ouais, en fait, c'est ça. Et tu vois, je n'ai pas dit tout à l'heure pourquoi le schéma directeur. Ça me fait dire, ta question m'a fait rappeler que je n'ai pas donné mon point de vue sur le schéma directeur. C'est lié à TOGAF. En fait, je fais d'une pierre deux coups. TOGAF, schéma directeur, c'est des pratiques qui sont très répandues, très connues. C'est des mécanismes qu'on fait automatiquement au sein des entreprises. Mais il faut les appliquer avec bonne intelligence. Il faut les appliquer avec bonne intelligence de manière assez modérée. Et pourquoi je dis ça? Parce que TOGAF, c'est un framework qui est extrêmement, je vais le dire comme ça, puissant dans les concepts phares. Si on l'applique à la lettre, on peut perdre un certain nombre d'acteurs. Ils vont se dire, mais c'est lourd ce truc. Et ça, du coup, ça ne dessert plus. Et les bonnes pratiques, par exemple, côté TOGAF, le cœur de TOGAF, c'est l'ADM, l'Architecture Delivery Management. De mémoire, je crois que c'est ça le M. Je ne retiens jamais les... mais en gros, c'est le process, c'est la roue qui permet de délivrer les assets d'architecture. Et si j'ai une bonne pratique à donner côté TOGAF, c'est ce cycle-là, l'adapter en bonne intelligence, pas forcément faire l'ensemble des phases de TOGAF, dire, OK, là, je suis dans une entreprise, ou peut-être la phase E, pas besoin de la faire, c'est des lettres qu'ils utilisent TOGAF pour toute la partie business, un système d'information, data, transition, immigration. Je ne me souviens plus des autres étapes, mais voilà, pas forcément les appliquer à la lettre. Ouais, c'est un petit peu comme tous les concepts qu'on voit aujourd'hui dans l'IT, l'agilité, etc. Il y a toujours une nécessité de comprendre comment on peut l'adapter, le décliner par rapport aux spécificités, je pense, de l'entreprise, parce que des fois, ça peut desservir si on va trop loin.
lorsque l'organisation n'est pas prête ou n'a pas la... Absolument, l'ADN pour. exactement. Et le schéma directeur, si on a les bons sponsors, c'est super utile. Si l'ensemble du collectif déjà n'y croit pas, c'était dans ce sens-là, je disais exercice, ça peut paraître comme un exercice de style. Ouais. Donc on va avoir un document où on va compiler, on va dire, voilà, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, avion électrique en 2030, Ouais. et on va retenir que ça. C'est-à-dire Ouais. on va pas retenir comment on y arrive, pourquoi il faut le faire, quels sont les moyens engagés. Ça, les gens vont l'oublier, ils vont chacun le faire à leur sauce. Bien sûr. Ouais. Voilà. Je reviens à ma question de tout à l'heure, du coup, là, sur le futur, en tout cas, de l'architecte d'entreprise. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? C'est vrai que c'est une très très bonne question parce que j'ai toujours du mal à me projeter avec les facteurs externes, que ce soit réglementaires ou les Ouais. technos qui arrivent. Moi, je pense l'architecte d'entreprise aura vraiment, vraiment un rôle à jouer. Mais Ouais. ça, c'est mon point de vue. Sur canaliser Mm. tout ce qui arrive. Mm. En fait, Mm, 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 moi, mm, personnellement, mm. après, je sais pas, je suis peut-être vieux, hein, mais je trouve que ça va trop vite. Enfin, on parle d'une techno. On 2-3 jette mois dessus. après, 2-3 mois après, Elle est obsolète, limite. Ouais. C'est ça, mais en fait, ça va beaucoup trop vite. On n'a même pas eu le temps d'identifier l'asset, la valeur. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle apporte? Tu en as une autre, elle fait encore 2 fois plus de trucs. Et nous, en tant qu'architecte d'entreprise, on a aussi un job à délivrer. Donc, déjà, l'avenir, ça va être d'être constamment en veille sur les solutions. Ouais. On ne peut pas être nous décorréler des solutions. Ouais. Ça, Et tu t'appuies, toi, sur des personnes, parce que l'architecte d'entreprise, en général, est moins technique. Je pense qu'on a parlé un petit peu que l'architecte solution. Toi, comment tu t'appuies sur des personnes, justement, pour élever ton niveau de compréhension technologique sur certains sujets? Un facteur différenciant aujourd'hui, on parle des technos, l'IA. Là, faut pas se leurrer, faut pas se cacher. L'IA, c'est incroyable. En fait, bien sûr qu'il y a des taux d'erreur sur certaines analyses, sur certains benchmarks, mais on gagne un temps fou si on me demande, Yacine, tiens, fais-moi, plutôt que d'aller sur, à l'époque, c'est ce que je faisais, soit je cible 2-3 ouvrages clés, ça par contre, je continue de le faire parce qu'il y a des personnes qui ont quand même bossé Ouais. 10, 15, 20 ans, Ben qui oui. sont la référence là-dedans. Bien sûr. Si tu regardes pas, je prends par exemple le cas des... aujourd'hui, je travaille pas mal sur ça, sur les patterns d'intégration d'entreprise. On a une référence. Si aujourd'hui, on ne puise pas dans cette référence-là et qu'on se fait confiance aux IA, c'est un peu dommage. Mais sinon, l'IA en tant que telle, déjà pour répondre à la question, c'est un des réflexes que j'ai. Si on me demande une shortlist, plutôt que d'aller... Je me fais une shortlist en disant, tiens, c'est quoi les solutions phares et pourquoi, avantages, inconvénients, l'IA, c'est un truc de dingue. Ouais. Donc quand je dis IA, je pense à ChatGPT, par exemple. Ouais. Et ouais, j'aime bien m'appuyer sur les humains. Donc, du coup, moi, ce que je fais en entreprise, quand je suis un peu en difficulté sur certaines problématiques clés, je cible mon réseau. Ouais. Donc, compétences externes. Donc, c'est souvent les amis, hein, c'est des calls de 10-15 minutes. Ouais. Je dis, ouais, est-ce que tu as déjà bossé sur ça? Tu as fait comment? Et ça, c'est souvent Mais les amis qui heureusement, aident dessus. Oui, heureusement. Heureusement, sinon on se coupe de l'humain, de la fonction nécessaire de base qu'on parlait au tout début de notre échange, en fait. Ouais, Hein. c'est ça. Et moi, c'est indispensable, l'humain. Ouais. Et au-delà de sur quoi je me repose, ça va être les amis, le réseau d'amis, sur des problématiques clés. Et sur les problématiques corporate, je me repose de base sur les référents qui sont déjà présents dans l'entreprise. Bien sûr. Et peut-être pour conclure, on a parlé tout à l'heure voilà, des initiatives personnelles dans le cadre associatif. Justement, si tu devais peut-être donner des conseils à des jeunes qui vont écouter le podcast, qui se posent des questions par rapport au métier d'architecte d'entreprise, comment arriver jusque-là, qu'est-ce que tu pourrais donner voilà, comme quelque chose qui, toi, t'ont aidé dans ton parcours pour atteindre ce niveau de maturité professionnelle? Ouais, c'est une bonne question et je te remercie, Adrien, parce que c'est vrai que ça me tient à cœur. Je l'avais dit tout à l'heure. Je travaille. Je veux dire, je milite un peu, je veux le dire comme ça, dans le milieu associatif, surtout auprès des jeunes. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, donc comme je le disais, c'est pas évident. Et on voit aussi des jeunes avec des talents incroyables. Franchement, ils ont, je le dis, des soft skills, je veux le dire comme ça. T'as des jeunes qui ont une aisance et relationnelle, qui ont des compétences de dingue, pas forcément techniques, parce que ça va pas leur parler, l'IT à 10, 15 ans. Mais tu vois que tu te dis, mais eux, c'est sûr qu'ils peuvent apporter grandement à la société. Ouais. Et c'est vrai que pour répondre à ta question, je pense qu'il faut, au-delà même d'être curieux, c'est naturel d'être curieux, aller regarder c'est quoi l'architecture d'entreprise, si on parle d'architecture d'entreprise, c'est quoi ces fameuses couches, aller dans le côté académique. En fait, moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de développer ce côté
pour l'architecture d'entreprise, c'est fou de dire ça, hein, mais ce côté relationnel, en Ouais. fait, ce côté humain. Ouais. Parce que l'enjeu, au bout du bout, TOGAF, on va apprendre ce que c'est que TOGAF, on va apprendre ce que c'est que Zachman si on l'utilise, on va apprendre aussi l'ensemble des couches, c'est quoi l'accostage, tout ça, ça va s'apprendre, et à l'école et en entreprise. Par contre, ce qui va être compliqué d'apprendre, qu'on va voir, je pense même que ça ne s'enseigne pas à l'école, c'est ce côté relationnel. Comment désamorcer, je vais te donner cas concret, comment désamorcer un conflit où on sait d'emblée, on a un atelier d'idéation, un atelier de brainstorm, lui et lui, ils ne se parlent pas trop. Déjà, de base, on a annoncé la couleur. Par contre, il faut faire en sorte qu'ils se parlent parce que sinon, on n'avance pas. Ça, c'est le truc que je dis aux jeunes. Franchement, merci Adrien parce que c'est le conseil que je donne. Et ça, c'est sur le long terme. Moi, j'étais très timide étant jeune. J'étais même introverti. Et il fallait que je cache ce truc. Parce que j'avais cette conviction de dire, mais l'humain, c'est la vie. Il faut qu'on discute entre nous, il faut qu'on échange entre nous si on veut avancer et s'épanouir dans la vie. Et ce challenge de dire, mais comment je vais faire ça? Moi, de base, je suis timide. Je pense que le seul conseil que je peux donner, c'est même pas de faire telle et telle école, c'est de développer à la limite que cette compétence-là, cette compétence relationnelle, j'arrive pas à trouver les termes à positionner, tu vois, mais c'est un facilitateur. Un facilitateur, c'est exactement ça en réalité. Oui. C'est être facilitateur pour que les choses, même les choses, c'est le concret, c'est au bout les choses, c'est ce qu'on va poser sur la table, les dossiers, les cartos, tout ce qu'on veut, les projets, mais que surtout pour que les gens se connectent entre eux et se disent ah tiens finalement lui, j'arrivais pas bien à bosser avec lui, mais finalement ça va, hein, ça va. C'est vrai qu'il est chiant, mais ça va, on avance quand même. Au final, moi je suis content quand ça se passe comme ça. C'est top que tu dises ça et c'est notre raison d'être aussi au sein de Kairos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on est là en train de faire ces conférences, de faire ces podcasts, de continuer à travailler pour permettre aux entreprises du coup, d'être connectées avec des candidats comme toi et à des candidats comme toi d'être connectés avec des projets, des entreprises qui sont vraiment en train de porter des choses. Et je pense que même au niveau des étudiants, d'avoir un discours comme le tien qui vient en fait d'un environnement où c'est compliqué, et qui aujourd'hui arrive à porter tout ça au sein d'entreprises quand même qui sont assez réputées sur le marché, franchement, félicitations. Merci. Yacine. Franchement, merci, félicitations à toi Richard, félicitations à toi Adrien. Et tu vois, ça me fait dire que pourquoi au final, tu disais tout à l'heure Adrien, on a failli pas travailler ensemble, mais c'était ce côté humain que moi j'ai apprécié à Kairos. En fait, je te l'avais dit, le contact facile, pas de prise de tête, on sent bien qu'on partage... pratiquement les mêmes valeurs, les mêmes enjeux. On a parlé du côté associatif. Ça rapproche et ça tisse des liens. Et bravo à vous, en tout cas, aussi, pour tout ce que vous faites. Et puis, je pense que ce que tu dis, d'après les retours qu'on a, c'est ce que tu incarnes vraiment au quotidien aussi. Ce côté facilitateur, cette capacité de dénouer les conflits, de faire dialoguer des personnes qui n'ont pas forcément le même niveau de compréhension du sujet ou la même façon d'envisager les choses. Donc bravo à toi Merci. et c'était un plaisir de t'avoir parmi nous, Yacine. Merci. Merci J'espère beaucoup, que tu as Yacine. apprécié l'exercice aussi. Franchement, nickel. Merci, Un grand Yacine. merci à vous et au plaisir. En tout cas, ça me ferait très plaisir de revenir à l'occasion Avec grand plaisir. avec d'autres formats. Et merci à vous de nous avoir écoutés et d'avoir assisté à ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur YouTube, en audio sur Spotify. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, quoi que ce soit. Vous pouvez même rentrer en contact avec Yacine. Donc, à la prochaine fois pour notre prochain podcast. À bientôt. À bientôt.